Nous allons aborder maintenant un contenu qui va comprendre plusieurs concepts importants dans ce chapitre d'économie financière, de base de mathématiques financières. Il va s'agir à la fois de concepts de valeur actuelle aux valeurs futures, d'un budget, d'un capital. Il va s'agir plus mathématiquement des concepts de séries géométriques ou suites géométriques. Et enfin, on va également voir la valeur actuelle, par exemple, d'un emprunt, la valeur actuelle d'une somme à payer dans un certain temps et qui est prêtée, par exemple, par une banque. Donc, on va se poser la question de savoir, admettons que pour voir ces trois concepts-là, eh bien, on va se poser la question de, par exemple, un emprunt qui va être effectué, admettons, à une banque, dans une banque, et imaginons que nous ayons un emprunt de 50 000 euros. 50 000 euros. Voilà, ça c'est 50 000 euros que la banque va nous prêter tout de suite et qu'il faut rembourser à la banque sur une période de 5 années. Alors pour simplifier les choses, on va considérer des annuités, c'est-à-dire que pour que les calculs ne soient pas trop longs, on va considérer donc des remboursements annuels. Et on va considérer que ces annuités sont constantes, c'est-à-dire que les remboursements annuels doivent être constants. On aurait pu, bien sûr, choisir des mensualités. C'est ce qui se passe en pratique, mais des mensualités, si vous devez rembourser des mensualités sur 5 ans, ça vous fait 60 mensualités, et ces 60 mensualités, je n'ai pas envie de les écrire ici sur cette tablette. Essayons de simplifier les choses pour rendre les notations les plus concises possibles, et disons simplement, voilà, j'ai un montant à rembourser au bout de l'année 1, un montant à rembourser au bout de l'année 2, au bout de l'année 3, 4 et 5. Et donc, ces 50 000 euros qui sont à rembourser sont divisés en 5 montants qui doivent être égaux. Donc, il y a 5 montants, il y aura un A, 2, 3, 4 et 5. Donc, je vais mettre 5 valeurs A ici. Je vais mettre des plus entre ces différentes valeurs et ces A là vont chaque fois être divisés par quelque chose. Et pourquoi est-ce que ces valeurs-là devront être divisées par quelque chose? Parce que il va s'agir de la première chose qui est importante à comprendre, ce sont les valeurs actuelles. Comprendre les valeurs actuelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, je reviens à quelque chose dont nous avions déjà discuté auparavant. Rappelons-nous, je vais mettre ici dans une autre couleur. Rappel, quand je prends un capital C0, que je le fais fructifier, que je l'investis à un taux d'intérêt R, eh bien, ce capital C0 devient, au bout d'une année, C0 fois 1 plus R, c'est-à-dire C1. Au bout de 2 années, on a C0 fois 1 plus R, c'est-à-dire C1, multiplié par 1 plus R. Au bout de 2 années, nous avons donc un capital initial C0 qui est devenu C2. Comment peut-on interpréter ces C1, C2 et C0? C0, si vous voulez, il s'agit de la valeur aujourd'hui du capital que je vais investir à un taux d'intérêt R. C1, il s'agira donc de la valeur de ce capital avec le taux d'intérêt R après une année. Donc, si maintenant je désire connaître la valeur du capital C1, qui sera obtenu après un an, mais si je veux en connaître la valeur aujourd'hui, eh bien cette valeur aujourd'hui au taux d'intérêt R, c'est C1 sur 1 plus R. C1 sur 1 plus R, c'est bien la valeur aujourd'hui
de l'argent qui va fructifier pendant un an au taux d'intérêt R pour donner C1 dans un an. Si on se fixe le taux d'intérêt, on peut bien comprendre comment fluctue la valeur de l'argent et on sait donc qu'aujourd'hui C0 sera C1 demain, donc C1 divisé par 1 plus R, c'est C0 aujourd'hui. De même, C2 divisé par 1 plus R au carré, c'est également C0. Donc ici, C2 divisé par 1 plus R carré, de quoi s'agit-il? Il s'agit du montant qu'il y aura dans 2 ans. Le montant qu'il y aura dans 2 ans, que vaut-il aujourd'hui? Il vaut C0, ça c'est certain. Mais donc il faut prendre, pour obtenir ce C0, il faut prendre le montant dans 2 ans de mon capital et le diviser par 1 plus R carré pour retrouver le montant aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on appelle donc ici, ceci c'est C0 ou C2 sur 1 plus R, C2 sur 1 plus R carré, C1 sur 1 plus R, ce sont des valeurs actuelles ou des valeurs actualisées. Lorsque vous avez une valeur à un temps donné, si vous voulez retrouver la valeur de si vous voulez avoir la valeur de cet argent-là 2 ans avant ce temps donné, vous divisez cette valeur-là par 1 plus R au carré s'il y a un taux annuel. Bien évidemment, dans les cas où il n'y a pas de taux annuel, mais dans le cas où on a des fameux taux périodiques, là, il est bien évident que nous pouvons parler à ce moment-là je vais peut-être mettre ici un nota bene pour parler de choses qui sont finalement assez simples. Si on a un taux périodique, la valeur actuelle, C2 par exemple, je prendrai C2 la valeur actuelle de C2 par exemple, ce sera 1 plus R divisé par K, exposant dans ce cas K, 2K. Voilà. Donc le capital au bout de 2 ans, si le taux est périodique, c'est-à-dire qu'il est versé K fois par année, mais que le taux au taux d'intérêt R, annuel, mais versé K fois par année, et bien alors à ce moment-là, la valeur actuelle d'un capital après 2 ans, ce sera C2 divisé par 1 plus R sur K, exposant 2K. Et ça pour, bien sûr, n'importe quel capital. Je peux prendre n'importe quel nombre d'années. Je peux prendre C3, C4, C5. Je remplacerai le 2 par 3, 4 ou 5 respectivement. Et bien sûr, on a également la même chose si on veut regarder une composition continue. Si j'ai un taux d'intérêt R annuel mais composé continuellement, alors je dois diviser C2 par R, T fois le nombre d'années, donc ici exponentielle de 2R. Après 4 ans, eh bien, on a C4 divisé par exponentielle de 4R et ceci nous permet d'obtenir la valeur actuelle du capital C2 ou du capital C4 maintenant. Donc voilà, ça c'est l'idée générale de la valeur actuelle. Je vais l'écrire ici, valeur actuelle ou valeur actualisée. Valeur actualisée, valeur actuelle de mon capital. Quand je prends une valeur en un temps déterminé, si je veux connaître cette valeur-là en un temps antérieur, allons-nous dire, eh bien, il suffit de diviser par 1 plus le taux d'intérêt qui a été appliqué durant ces années antérieures, si le taux d'intérêt annuel, donc s'il est composé annuellement, et puis il peut être composé périodiquement au cours de cas période, auquel cas il faut adapter, il peut être composé continuellement également, auquel cas il faut bien sûr adapter également selon les formules que nous avons déjà rencontrées pour des compositions périodiques ou pour des compositions continues dans les vidéos précédentes. Ça, c'est la valeur actuelle. Bon. Et puis, bien sûr, si on veut regarder, on peut aussi parler de valeur future. C1, c'est, si vous voulez, par opposition à valeur actuelle, la valeur future de C0. C0 aujourd'hui, c'est quoi dans un an? C'est C0 fois 1 plus R, c'est
C1. C2, c'est la valeur actuelle de C0 dans 2 ans, lorsqu'il y a composition annuelle. Si on avait une composition périodique avec K période, C1, ce serait la valeur aussi future de C0, mais C1 serait obtenu en multipliant C0 par 1 plus R sur K exposant K. Le taux R sur K appliqué K fois au cours de l'année. Si on avait eu une composition continue, la valeur future C1 serait C0 multiplié par l'exponentielle de R après un an. Donc la valeur future C1 ce serait 0, c'est C0 exponentielle de R, C2 ce serait C0 exponentielle de 2R, etc. C1, C2 seraient les valeurs futures de mon capital après un an, 2 ans, dans un an, 2 ans de mon capital C0. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est le concept. Premier concept, c'est ce fameux concept de valeur actuelle, valeur actualisée. Et donc on se dit, lorsqu'il y a un emprunt de 50 000 euros, donc je reviens à mon exemple ici, lorsque j'ai un emprunt de 50 000 euros à rembourser en 5 annuités, la question c'est quelle va être l'annuité constante qu'il va falloir rembourser au bout de chaque année? Eh bien, pour connaître ça, eh bien, il faut se dire que les valeurs de l'argent, les valeurs actualisées de l'argent qui sera remboursé après chaque année, une fois sommées, doivent être égales exactement au montant de l'emprunt. C'est-à-dire que si j'additionne les montants qui seront remboursés, les montants actualisés, donc les valeurs aujourd'hui des montants qui seront remboursés dans les 5 années qui suivent, eh bien je dois naturellement tomber sur les 50 000 euros, puisque les 50 000 euros, c'est ce qu'on me prête maintenant, c'est ce dont j'ai besoin maintenant. Donc lorsque j'ai mes 50 000 euros, je les ai maintenant, il faut que ce que je rembourse corresponde à 50 000 euros maintenant. Et comme je rembourserai dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans, il me faut actualiser ces différentes valeurs qui vont être remboursées afin que leur somme aujourd'hui soit égale à 50 000 précisément. 50 000 aujourd'hui doit valoir 50 000 aujourd'hui, même si je les paie en 5 ans. Donc forcément, je vais payer plus que 50 000, puisque en général, le taux d'intérêt est positif et que donc les valeurs actualisées comprendront toujours un numérateur, si vous voulez, qui est plus grand, dans ce cas-ci, qui serait plus grand que 10 000 euros. 10 000 euros par an, c'est pas du tout ça qui va être remboursé. C'est plus que cela. C'est plus que cela, de telle sorte que l'argent que l'on rembourse par année, une fois actualisé, aujourd'hui, au jour où l'on me prête l'argent, la somme de ces valeurs actualisées, là, doit faire 50 000 euros, c'est parfaitement logique. Alors comment est-ce qu'on fait pour actualiser des valeurs? On regarde. Il y a une valeur A, c'est l'annuité constante qui sera payée dans un an. Quelle est la valeur de cette annuité actuelle? Eh bien, je peux l'écrire très simplement. Il me suffit d'écrire ici A divisé par 1 plus R. Si on est dans des compositions annuelles, on ne va pas choisir ici de composer périodiquement, continuellement, etc. Prenons un cas suffisamment simple. Bien sûr, tout ça peut être adapté de manière très simple. Après 2 ans, quelle est la valeur actualisée de mon montant A? Ce sera 1 plus R carré. 1 plus R cube après 3 ans. 1 plus R exposant 4 après 4 ans. 1 plus R exposant 5 pour le dernier montant. Donc vous comprenez bien ici ce que nous avons. A sur 1 plus R, c'est la valeur actualisée de ce qui sera versé dans un an. A sur 1 plus R carré, c'est la valeur actualisée de ce qui sera versé dans 2 ans. A sur 1 plus R cube, ce sera la valeur actualisée de ce qui sera versé dans 3 ans, etc., etc. Sachant que chaque année, nous allons verser A. Mais A, si nous voulons savoir ce que vaut A aujourd'hui, on doit le diviser par une puissance de 1 plus R. Alors, comment calculer ceci? Comment calculer ceci? On va donc
essayez de voir ici comment on peut calculer ça. J'ai A divisé par 1 plus R, qui va multiplier 1 plus 1 sur 1 plus R, plus 1 sur 1 plus R au carré, plus 1 sur 1 plus R au cube, plus 1 sur 1 plus R exposant 4. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette expression-là? C'est l'expression, donc j'ai mis en évidence A divisé par 1 plus R, hein, et quelle est cette somme d'éléments qui se trouve là? Comment peut-on interpréter la somme d'éléments qui se trouve là? Eh bien, il s'agit d'une suite, si vous voulez, de valeurs qui valent ici toutes 1 sur 1 plus R et qui sont à un exposant, l'exposant 1 d'abord, enfin l'exposant 0 d'abord ici, et puis l'exposant 1, l'exposant 2, l'exposant 3 et l'exposant 4. De quoi s'agit-il lorsque l'on parle de ça? Eh bien, il va s'agir d'une suite, dira-t-on, une suite géométrique, et donc c'est ce que nous voyons maintenant, le concept de suite géométrique. Afin de calculer le A, nous devons avoir une expression simple pour ceci. Si nous avons une expression simple pour ceci, eh bien, nous pouvons facilement calculer le A ensuite. Quelle sera l'expression simple pour ceci? Ce sera la forme générale de ce qu'on appelle une suite géométrique. Alors une suite géométrique, c'est quoi? C'est je prends Q, Q c'est ce qu'on appelle la raison de ma suite géométrique. Je vais appeler ça ici suite. Voici le concept de suite géométrique. Donc Q est égal à la raison. Et la suite géométrique, c'est une somme pour I allant de 0 jusqu'à n-1, allons-nous dire, de Q exposant I. Je pourrais mettre n, hein, c'est pas un problème. On va comprendre ce que c'est tout de suite. Et la formule de cette suite géométrique-là, eh bien, elle est finalement assez simple. C'est 1 moins Q exposant n divisé par 1 moins Q. Pourquoi est-ce aussi simple, allez-vous me dire? Eh bien, regardons tout simplement, je peux vite le démontrer, hein, le démontrer en une ligne, peut-être deux lignes, cette petite expression-là. Je vais me mettre en noir, et je vais dire, allez, voilà, ceci est une démonstration très rapide, où vous allez avoir donc 1 moins Q, somme I égale 0 jusqu'à n-1 des Q exposant I. Donc ça, c'est égal à quoi? C'est bien Q exposant 0 plus Q exposant 1 plus 3 petits points plus Q exposant n-1. Ça, c'est 1 multiplié par la somme I égale 0 jusqu'à n-1 des Q exposant I. Puis j'ai moins ensuite, et moins Q multiplié par tous ces termes-là. Hein? Donc ça, c'est Q plus Q carré plus 3 petits points plus Q exposant n-1 plus Q exposant n. Voilà, ici, tous ces termes-ci sont multipliés par Q. Si je multiplie tous ces termes-ci par Q, eh bien j'obtiens tous ces termes-ci. Ce qui fait qu'au final, regardez, tout se simplifie. Les Qn-1 s'en vont ici, les Q2, les Q1 s'en vont, pour laisser uniquement Q exposant 0. Alors Q exposant 0, nous savons ce que c'est 1, moins Q exposant n. Et donc voilà, nous avons ici, en 2 à 3 lignes, admettons ici, montré que la formule de la suite géométrique, donc somme I égale 0 jusqu'à n-1 des Q exposant I, c'est 1 moins Q exposant n divisé par 1 moins Q exposant n divisé par 1 moins Q. Et vous me direz alors, si on va, je ne vais peut-être pas le mettre en rouge, mais en tout cas en une couleur un petit peu plus... si on allait jusqu'à l'infini, pourquoi est-ce que je veux aller jusqu'à l'infini? Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement connu en mathématiques, c'est ce qu'on va appeler alors la série géométrique. La série géométrique, c'est la limite pour n tendant vers l'infini de la suite géométrique. La limite pour n tendant vers l'infini de
La suite géométrique, elle s'écrit comme ceci, c'est la série géométrique. Et ça, c'est bien connu, c'est comme si on avait donc un remboursement qui ne, un remboursement qui ne s'arrête pas, le nombre de périodes tend vers l'infini. Et ça, c'est une formule qui est très connue en mathématiques, mais qui se déduit immédiatement de ce que nous avons vu ici, puisque cette formule-là, en fait, c'est 1 sur 1 moins q, c'est-à-dire que c'est vraiment une déduction immédiate de ce qu'est la suite géométrique, comme ceci, la série finie, si vous voulez, géométrique. Hein. On va avoir ici le 1 moins q exposant n qui va se réduire à 1 et le 1 moins q au dénominateur qui va rester. Ben oui, pourquoi est-ce qu'on va avoir ça? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on va avoir ça uniquement dans le cas où nous avons une valeur absolue de q qui est inférieure à 1? Ben parce que, voilà, si nous avons n qui tend vers l'infini et que nous avons la valeur absolue de q ici qui est inférieure à 1, eh bien, à ce moment-là, on sait bien que quand on va multiplier un nombre inférieur à 1, un nombre qui tend vers l'infini de fois, eh bien, cette quantité-là va tendre, bien sûr, vers 0. Donc, ça signifie que q exposant n, si q en valeur absolue est inférieur à 1, si q en valeur absolue est inférieur à 1, eh bien, la limite pour n tendant vers l'infini de q exposant n, ça va faire 0, et donc à ce moment-là, ma suite géométrique devenue série géométrique, eh bien, va naturellement converger, bien sûr, et à ce moment-là, être égal à 1 sur 1 moins q. Si q est plus grand que 1, alors ben, ma série, elle se met à diverger, bien sûr, puisque si j'ai q plus grand que 1, lorsque n tend vers l'infini, j'ai un q exposant n qui va tendre lui aussi vers l'infini, tout va tendre vers l'infini, et donc ma série va diverger. Voilà. Alors, maintenant, évidemment, très rapidement, hein, quand on parle peut-être de petites propriétés, si j'ai A1 plus A2 plus A3 plus n, alors à ce moment-là, qu'est-ce que l'on peut dire? Comment est-ce qu'on pourrait trouver des conditions nécessaires de convergence pour une série géométrique, pour même une série de manière générale? J'ai envie de dire un terme comme ceci, quand on regarde la série géométrique, ben on se dit, regardons les termes qu'il y a ici, ben oui, si q est plus petit que 1 dans ma série, dans ma suite géométrique, hein, si q est plus petit que 1, ben on a tendance à dire, ben oui, à ce moment-là, si q est plus petit que 1, eh bien, au fur et à mesure qu'il y a des exposants à q, ben ces q vont être de plus en plus petits et vont se rapprocher de plus en plus de 0. Donc on a envie de dire, première chose ici, comment est-ce qu'on peut avoir des conditions nécessaires de convergence? Ben, si la série ici, si la série est convergente, hein, si cette suite qui devient une série, parce qu'on va en faire la limite pour n tendant vers l'infini, donc si la série est convergente, ben, la limite pour n tendant vers l'infini de an doit être égale à 0. Ici, dans le cas d'une série géométrique, nous avons un terme où q est plus petit que 1 et il est à l'exposant n. Si je regarde la limite pour n tendant vers l'infini de q exposant n avec q en valeur absolue strictement plus petit que 1, ben cette limite-là vaut 0. Autrement dit, j'ai envie de dire ça, la série géométrique avec q plus petit que 1, c'est une série convergente. Et donc on a envie de dire, oui, ça peut se démontrer. Ben, si la série est convergente, bien sûr, il faut que la limite pour n tendant vers l'infini de an tende vers 0. Si ce n'était pas le cas, si la limite pour n tendant vers l'infini de an ne tendait pas vers 0, c'est trivial. On ne pourrait pas avoir une série convergente. On ajouterait tout le temps des termes qui sont différents de 0. Donc on irait forcément à l'infini. Donc une première chose qui peut être dite c'est une remarque, hein, j'ai envie de dire, il ne faut pas prendre ceci avec beaucoup avec l'importance, une importance aussi grande que ce qui a été dit jusqu'ici. D'ailleurs, je vais mettre ici remarque. Hein. J'ai envie de dire, voilà, pour mieux comprendre ce qu'est une série, ben on peut se dire une série, bon, qu'est-ce qui fait qu'au minimum, elle peut être convergente? Ben, oui,
Si elle est convergente, forcément, il faut que son terme à n, pour n'importe quel n, il faut que lorsque n tend vers l'infini, la raison, enfin pas la raison, mais la raison c'est dans le cas de la série géométrique, mais en tout cas son terme, le terme principal de la série AN, lorsqu'il n tend vers l'infini, il faut que ce terme-là tende vers 0, et c'est bien le cas de la série géométrique. Une autre remarque intéressante sur les séries, c'est quand on travaille avec la somme des 1 sur n exposant p pour n égale 1 jusque l'infini. Cette série-là, alors ça peut se montrer également, on a une petite propriété qui est relativement simple, mais cette série-là, elle converge, donc elle est finie, si et seulement si p est strictement plus grand que 1. Ça aussi, on peut montrer ça de manière assez simple. On peut montrer cette série-là qu'elle va converger si et seulement si p est strictement plus grand que 1. Donc c'est la somme des 1 sur n, même si n tend vers l'infini. La somme des 1 sur n, la série des 1 sur n, même si n tend vers l'infini. Et donc même si on a un terme 1 sur n, c'est-à-dire un an qui, lorsque n tend vers l'infini, tend vers 0, eh bien on n'a pas une série qui converge. Ça ne contredit pas ce qui a été dit ici, puisque ce qui est dit ici, c'est une condition nécessaire de convergence. Donc ici, on a bien le terme principal 1 sur n pour p égale à 1, eh bien 1 sur n, lorsque n tend vers l'infini, eh bien on sait que ça tend vers 0, mais ce n'est pas suffisant pour avoir la série convergente. En effet, il faut avoir un p qui est strictement plus grand que 1, la somme des 1 sur n carré, ça converge, la série des 1 sur n carré, ça converge, la série des 1 sur n cube, ça converge, etc. etc. Voilà, ça c'était pour le petit point théorique, les deux petits points théoriques qui nous permettent de comprendre comment on va calculer une annuité, comment on va calculer l'annuité, ici, le terme A qui se trouve dans mon calcul d'emprunt de 50 000 euros. Donc les deux concepts, je rappelle, valeur actualisée, qui nous a permis de diviser cette annuité constante par le taux d'intérêt, valeur actuelle, valeur actualisée, valeur future également, qu'on a appris par la même occasion. Et deuxièmement, lorsque l'on a une somme de termes comme ça, deuxième concept, c'est le concept de suite géométrique, très simple, qui, lorsque nous avons une somme infinie pour des raisons mathématiques, pour des raisons de compréhension, parce que c'est utilisé beaucoup en mathématiques, c'est très connu en mathématiques, et bien la suite géométrique, nous pouvons la transformer en une série géométrique, c'est-à-dire une suite infinie, si vous voulez, une suite où il y a un nombre de termes qui est infini, oui, la limite, comme on l'a dit ici, lorsque l'on a une limite pour n tendant vers l'infini de cette suite géométrique, et donc avec une formule pour ça également, et tant qu'on est en train de parler de ces séries, on se dit, ben voilà, les séries, c'est quelque chose, ce sont des objets mathématiques qui sont importants et qui sont utilisés beaucoup, et donc on essaie relativement d'appréhender là ce que c'est une série, quand est-ce qu'une série est convergente, quand est-ce qu'une série n'est pas convergente. Donc on sait qu'une série, elle va être convergente lorsque sa limite pour n tendant vers l'infini, ici, lorsque sa limite pour n tendant vers l'infini, ici si on met n ici, la limite pour n tendant vers l'infini de la somme des i égale 0 jusque n des q exposant i. Donc si je prends un n là au-dessus de ce signe somme, et si je dis voilà, je prends la limite pour n tendant vers l'infini, ça équivaut à écrire en notation somme i égale 1, somme i égale 0 jusqu'à l'infini. Et bien voilà, on essaie d'appréhender ce que c'est cet objet série, et on essaie de se dire quand est-ce qu'une série converge, quand est-ce qu'une série ne converge pas. Ce qui est certain et trivial, c'est qu'une série, elle, si le terme de la série principale, le terme principal de la série AN, lorsque n tend vers l'infini, si ce terme-là
ne tend pas vers 0 lorsque n tend vers l'infini, ben, il est impossible de manière triviale que la série converge. Donc on se dit, bah oui, le terme AN, le terme principal, le terme générique d'une série, eh bien, il doit tendre vers 0 lorsque n tend vers l'infini pour qu'on ait une série convergente. Sinon, s'il ne tend pas vers 0, on ne peut pas avoir une série convergente. C'est pour ça que cette limite-là pour AN tend vers 0, c'est une condition nécessaire pour une série convergente. Et puis, ici, on voit également une petite propriété. On se dit, bah oui, mais ce n'est pas une condition suffisante. Puisque si je prends la série des 1 sur n, elle ne converge pas. Il faut que le 1 sur n exposant p ait un p qui soit strictement plus grand que 1 pour qu'on ait une série qui converge. Ça, je ne le démontre pas, mais c'est encore une fois quelque chose de relativement simple à démontrer, mais ça va au-delà des attentes de cette partie de cours en tout cas. Voilà. Donc, valeur actualisée, valeur future, série, suite et série géométrique, voilà les ingrédients qui sont nécessaires pour aller chercher ici ma valeur de A. Et donc je reviens avec A ici, que vaut, je reviens à cette expression-ci. Et donc, grâce à ce que nous venons de voir, je vais être en mesure d'aller donner une valeur à ceci. Ceci, ce sera égal à quoi? À 1 moins. Alors, le Q, c'est quoi la raison ici? Le Q, c'est 1 sur 1 plus R. Donc j'ai ici 1 sur 1 plus R exposant. Alors, ici, on a n moins 1. Donc n moins 1, c'est 4. 1 plus R exposant 4. Donc n, c'est 5. Voilà. Et je divise ceci par 1 moins 1 sur 1 plus R. Qu'est-ce que ceci va valoir? Ça va faire, on va regarder rapidement ce que ça fait. Ça va faire 1 plus R exposant 5 moins 1 divisé par 1 plus R exposant 5. Et ici, j'ai 1 plus R moins 1, c'est-à-dire R. 1 plus R moins 1, c'est-à-dire R, divisé par 1 plus R. Et donc, que va-t-il rester de tout cela? Il va rester 1 plus R exposant 5 moins 1, divisé par 1 plus R exposant 4, et au dénominateur, on va également trouver un R. Donc j'ai 1 plus R exposant 5 moins 1 divisé par 1 plus R exposant 4 multiplié par R. Voilà donc voilà donc le résultat ici de cette suite géométrique. On peut se prendre un exemple, on peut regarder un exemple, et on peut regarder ce qui va se passer si par exemple R est égal à, mettons, 15%. Donc si R, alors on va peut-être regarder, on va peut-être se mettre un petit peu en dessous. Et je regarde donc en exemple, ici, voilà. Si R est égal à 15%, donc R égale 0,15. Je reprends mon calcul. Qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir 50 000 qui est égal à, 50 000 c'est ce qu'on a au début ici, 50 000 est ici, là, 50 000 est ici, 50 000 c'est égal à A divisé par 1 plus R, 50 000 c'est égal à A divisé par 1,15, donc A sur 1 plus R, multiplié par 1 plus R exposant 15, donc exposant 5, pardon, donc 1,15 exposant 5 moins 1, divisé par 1,15
multiplié par 0,15. Voilà pour mon premier résultat ici. Il manque ici un exposant 4. Voilà. Puisque dans la formule que nous avons calculée, donc nous avons A sur 1 plus R, donc A sur 1, 15, 50 000 égale A sur 1, 15, A sur 1 plus R qui se trouve ici, hein, multiplié donc par cette quantité-là, 1 plus R exposant 5, donc 1, 5 exposant 5, 1, 15 pardon, exposant 5 moins 1, 1, 15 exposant 5 moins 1, divisé par 1 plus R exposant 4 fois R, donc 1, 15 exposant 4 fois 0,15. Et donc ceci, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous faire A multiplié par, alors divisé, on va mettre par 0,15 déjà, multiplié par 1, 15 exposant 5 moins 1, divisé par 1, 15, donc 1 moins 1 divisé par 1, 15 exposant 5. Voilà. Et si on calcule ça, ben maintenant ça devient simple, hein, 50 000 multiplié par 0,15 divisé par 1 moins 1, 15 exposant 5. On a la valeur de A. A, ce sera égal à 14 915,78. Voilà. Ça, ce serait les euros qui seraient à rembourser annuellement. C'est pas 10 000, hein, avec un taux d'intérêt 15%. C'est pas 10 000, mais c'est 14 915,78 euros. Voilà. Donc, on peut se poser différentes questions par rapport à ce calcul-là. Et on peut, entre autres, se dire, quand on parle de prêt, en général, on parle également de solde restant dû. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier ici le solde restant dû après une année, après 2 années, après 3 années? Eh bien, pour calculer ça, il faut réfléchir à, bon ben, après 1 an, quelle est la valeur de l'emprunt, si vous voulez, la valeur future de l'emprunt après 1 an, et quelle est la partie qui a été remboursée. Et donc, on peut se dire, ben, après 1 an, qu'est-ce qui se passe? Ben, mes 50 000 euros sont devenus 50 000 euros multipliés par 1,15. D'accord? Ça, c'est le capital à rembourser, qui lui n'a pas été diminué par quoi que ce soit jusqu'à ce moment-là, et il est après 1 an diminué par une quantité qui vaut A. Bon, donc ça fait 50 000 fois 1, 15, c'est égal à 57 500, moins 14 915,78, ça nous fait 42 584,22. 42 584,22, c'est le solde restant dû après une année, après 1 an. Vous voyez? Et donc, dans ce solde restant dû, là, ben, il y a une partie qui est un remboursement du capital et une partie qui est un remboursement des intérêts. On sait qu'il y a quoi comme intérêt à rembourser? Comment est-ce qu'a diminué 50 000? 50 000 est passé à 42 584. Et donc, on peut essayer de se dire, quelle est la part d'intérêt qui a été remboursée et quelle est la part de capital qui a été remboursée? Donc, on se dit, ben, les intérêts, ben, c'est ce qui a fait monter au-dessus de 50 000, c'est-à-dire qu'il y a eu en 1 an 7 500 euros d'intérêt à payer. Ça, c'est en 1 an, qu'est-ce qui est devenu 50 000?
c'est devenu 57 500. Donc, il y a 7 500 € d'intérêt qui sont à payer. On en paye 14 915,78 par an. Donc, la part de capital qui a été remboursée, c'est 14 915,78 moins 7 500. Et cette quantité-là, c'est égal à 7 415,78. Voilà la valeur de cette quantité. 14 915 moins 7 500, c'est bien sûr 7 415,78. Voilà la part de capital qui a été remboursée. Après 2 ans maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc après 2 ans, regardons ce qui va se passer après 2 ans. Ben, on va regarder quel est le solde restant dû. Après 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Il restait à payer combien? Il restait 50 000 fois 1,15 moins A. Ça, c'est ce qui restait à payer après 1 an. Cette quantité-là, après 2 ans, elle va être multipliée par 1,15. Et qu'est-ce que l'on va rembourser après 2 ans? On va rembourser à la fin des 2 années A également. Ceci, donc on peut le calculer, hein. A, on sait ce que c'est 14 915, on peut calculer tout ça, mais ça c'est quoi? C'est le solde restant dû après 2 ans. Ben oui, on regarde l'argent, le solde restant dû après 1 an. Que devient ce solde restant dû au bout d'une seconde année? Ben, il a été multiplié par 1,15, il a une valeur future qui vaut 1,15 à 2 ans. Hein. Ce qu'il vaut après 2 ans, c'est la valeur, le solde restant dû après 1 an fois 1,15. Mais on retire à la fin de la deuxième année, encore une fois, le montant fixe de l'annuité qui vaut 14 915,78 €. Alors, encore une fois, il y a une part d'intérêt. Il y a une part d'intérêt et une part de capital. Comment peut-on comprendre ici quelle va être la part d'intérêt? Eh bien, il y avait un solde restant dû au bout de la première année qui a été multiplié par 1,15. Bon, eh bien, la part d'intérêt, qu'est-ce que ça va être? Ça va être forcément cette part qui ne peut provenir que de l'intérêt, c'est-à-dire le solde restant dû après 1 an fois 1,15 moins le solde restant dû après 1 an. D'accord? Ça, c'est exactement la part d'intérêt. C'est comment l'argent qui restait à payer après 1 an a évolué. C'est-à-dire 50 000 fois 1,15 moins A, qui est multiplié par 0,15. Donc l'argent après 1 an qui restait à payer, c'était cette quantité-là. Cette quantité-là a augmenté à cause du taux d'intérêt, est devenue ceci après 2 ans. Donc, la part d'intérêt qui est à payer après 2 ans par rapport à après il y a 1 an, c'est cette quantité-ci, moins la quantité qu'il y avait à payer après 1 an. Donc là, c'est 1,15, hein, pas 1,5. Je vais mettre 1,15 ici, moins A. Voilà. Donc, part à rembourser, solde restant dû après 1 an, solde restant dû après 1 an qui a évolué à cause des intérêts. La différence des deux, c'est quoi? C'est ceci. Donc, c'est le solde restant dû après 1 an qui est multiplié par 0,15. Et si on veut calculer la part de capital qui est ainsi payée après 2 ans, on va procéder de la même manière, encore une fois. On va regarder l'annuité qui est payée, c'est-à-dire
14 915,78 et je vais lui retirer la part d'intérêt qui a été payée à ce moment-là, c'est-à-dire 50 000 fois 1,15 moins A que multiplie 0,15. Voilà. Et ici, donc, je viens de rajouter les valeurs de ce solde restant dû après 2 ans, de la part d'intérêt et de la part de capital du montant payé, donc des 15 000, des 14 000, pardon, 915,78 qui sont payés par an. Et donc on obtient ici après 2 ans un solde restant dû de 34 056 euros, un intérêt de 6 387,633 et une part de capital de 8 528,147. Donc qu'est-ce qu'on constate? Après 1 an, la part de capital est de 7 415. Après 2 ans, elle est plus importante. Déjà, elle passe à 8 528. Et la part d'intérêt, elle, après 1 an, elle est plus importante, hein, elle est calculée sur un plus grand montant, et après 2 ans, elle diminue déjà à 6 387. Donc la part d'intérêt, quand on effectue des remboursements, au fur et à mesure des remboursements, la part d'intérêt à rembourser diminue, la part de capital à rembourser, quant à elle, augmente. Et voilà donc un petit peu comment on peut parler de la manière dont un emprunt, dont des remboursements d'emprunt, des annuités d'emprunt, voilà, les annuités c'est ce qu'on va payer par année, hein, dans ce cas-ci, ou des mensualités par mois, voilà comment on a le mécanisme, la manière dont cet emprunt, voilà comment est calculée la manière dont il faut rembourser cet emprunt lorsque l'on a un taux qui est donné, le taux R qui est donné au départ. Et donc, si je reprends ma formule générale qui a été calculée ici, eh bien, on peut parler d'un capital K, hein, ici c'était 50 000, un capital K, donc ici on avait quelque chose qui valait 50 000, hein, 50 000 ici, voilà, ça c'est le capital emprunté. Bien, le capital emprunté, on voit qu'il va être égal à A divisé par 1 plus R, et puis il y a un certain nombre d'annuités qui vont être placées ici, et donc on va calculer ceci avec la forme de la suite géométrique pour obtenir la formule, si vous voulez, cette idée de formule de l'emprunt. Regardez, on va redescendre encore un peu ici, formule de l'emprunt. 50 000, c'est égal à A, l'annuité, dans ce cas-ci, divisé par R, le taux, hein, multiplié par 1 moins 1 plus R exposant N, qui est le nombre d'années. Donc regardez, à partir de là, on peut construire, si vous voulez, une formule générale. Hein. Je ne vais pas la mettre en rouge parce que on la déduit très facilement, ce n'est pas ça qui est le plus important, mais un capital à rembourser, à emprunter de 50 000 euros, c'est quoi? C'est A divisé, c'est l'annuité, divisé par le taux d'intérêt qui va multiplier 1 moins 1 sur 1 plus le taux d'intérêt exposant le nombre d'années de remboursement. Et donc ça nous permet de calculer A qui sera alors R multiplié par le capital emprunté, il suffit d'isoler A là-dedans, hein, et diviser par 1 moins 1 plus R exposant moins N. Donc RK divisé par 1 moins 1 plus R exposant moins N. Voilà, ceci, si vous voulez, vous pouvez vous en servir comme formule générale. Lorsque l'on emprunte un capital K à un taux R pendant N années, taux annuel R, donc avec des annuités constantes, eh bien, voilà la formule, si vous voulez, qu'on peut utiliser si si on veut calculer une annuité. Alors, on pourrait vouloir aussi on pourrait aussi se poser comme question, si je me fixe un remboursement, donc si dans mon portefeuille j'ai A et je sais que je peux donner A par an, eh bien, sur combien d'années me faudra-t-il
au taux R, combien d'années me faudra-t-il au taux d'intérêt R pour rembourser la totalité de mon emprunt? Bon, eh bien ça, il suffit alors dans cette formule-là, non pas d'isoler A, mais plutôt d'isoler N. Alors comment est-ce qu'on va faire pour ça? Ben, je vais prendre allez, comment est-ce qu'on va noter ceci? On va appeler ça formule de l'emprunt. Hein. On va appeler ces choses la formule de l'emprunt. Voilà, et ici je vais mettre 1. C'est la première formule qui permet de calculer l'annuité à partir d'un nombre d'années qui est fixé, un taux d'intérêt et un capital à emprunter. Je peux vouloir aussi isoler n. Alors essayons d'isoler n ici. Donc j'ai k moins donc rk moins a, rk moins a qui est égal à moins a divisé par 1 plus r exposant n. Rk moins a égale moins a sur 1 plus r exposant n. Donc j'ai a moins rk divisé par a qui est égal à exponentielle de moins n ln de 1 plus r. Donc j'ai 1 plus r exposant moins n ici qui est au. Donc j'ai 1 plus r exposant moins n qui est au numérateur. J'ai moins a que j'ai fait passer de l'autre côté. Donc j'ai a moins rk sur a. Donc le moins a il est passé ici en dessous au dénominateur. J'ai a moins rk divisé par a donc qui est égal à 1 sur 1 plus r exposant n. 1 sur 1 plus r exposant n c'est 1 plus r exposant moins n. Et 1 plus r exposant moins n, c'est exponentielle de ln de 1 plus r exposant moins n. Donc c'est exponentielle de moins n fois ln de 1 plus r. Et donc, il me faut isoler n là-dedans. Donc je vais passer les logarithmes de chaque côté. J'ai donc ln de a moins rk divisé par a. Donc c'est ln de a moins rk moins ln de a. Ceci sera égal à moins n ln de 1 plus r. Autrement dit, je vais avoir n qui est égal à ln de a moins ln de a moins rk. Ln de a moins ln de a moins rk divisé par ln de 1 plus r. Voilà, comme ceci. Et ainsi, nous avons une seconde formule qui va nous permettre de connaître, eh bien, dans ce cas-ci, la longueur, le temps qu'il faut pour rembourser un emprunt quand on a une annuité qui est fixe, qui vaut A, un taux d'intérêt qui est fixe et un capital emprunté qui est fixe également. Donc j'ai ici bien ln de A moins RK. Ln de A moins ln de A moins RK, tout est connu, RK1 sont connus, ln de 1 plus R c'est connu également. Donc ça permet de connaître le nombre d'années qu'il faut pour aller, on peut inverser donc la formule pour se dire voilà, il y a un nombre d'années nécessaires pour rembourser un emprunt K. Et bien voilà, il suffit d'isoler N donc dans cette formule. Bon, à savoir évidemment qu'il faut faire quelques ajustements, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici pour que tout ceci corresponde à un nombre n qui est un nombre entier si on veut un emprunt sur un nombre d'années donné où nous avons toujours le même montant à rembourser bien sûr, mais je ne rentre pas dans ces détails-là. Je termine peut-être avec une dernière remarque qui est que nous pouvons également assez facilement remplacer la formule de l'emprunt qui est ici, donc cette formule-là, cette formule de l'emprunt qui est donnée ici, on pourrait l'écrire pour un remboursement qui n'est pas nécessairement à terme échu, mais plutôt à terme, enfin, l'annuité doit être remboursée de manière anticipative. Quand on parle d'annuités payables à terme échu, ce sont les annuités ordinaires, c'est-à-dire qu'il faut les rembourser
à la fin de l'année. Si le terme c'est chaque année, si les annuités sont à rembourser, ben, les annuités sont toujours à rembourser chaque année, mais lorsqu'on les rembourse à la fin de l'année, nous sommes à terme échu. Ces annuités, si nous les remboursons au début de chaque année, eh bien, ça signifie qu'on va les rembourser anticipativement. Qu'est-ce qui se passerait si on devait calculer maintenant une annuité remboursable? Je vais écrire ça, c'est une remarque, hein, oui, remarque. Si j'ai des annuités payables anticipativement, c'est-à-dire au début de l'année, qu'est-ce qui va se passer? Admettons qu'on ait, par exemple, sur 15 ans. Donc, admettons que nous avons n égale 15 ans. Sur 15 ans, qu'est-ce qui se passe? On a un emprunt à rembourser, K, qui est égal alors à A, hein, on reprend la formule qui est ici, hein, on peut reprendre la formule que nous avions utilisée au tout début, hein, voilà, hein, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir cette formule-là pour le capital, ben, on sait qu'on paie anticipativement, donc A est à payer tout de suite, dès le début de l'emprunt. Donc alors à ce moment-là, A n'est pas divisé par 1 plus R. Hein, il n'y a pas besoin d'actualiser le A dans un an. La valeur de A aujourd'hui, ben, c'est A. Et la valeur de A il n'y a plus de valeur de A, la valeur actualisée de A dans 2 ans, c'est en fait la valeur actualisée de A dans un an. La valeur actualisée de A dans 3 ans, c'est en fait la valeur actualisée de A dans 2 ans, etc., etc., etc. Donc la différence qu'il y a, bon, je prends 15 ans ici, j'aurais pu en prendre 5, hein, comme il y a dans l'exemple, mais j'ai simplement envie de dire, ben voilà, ceci, c'est une somme de A divisée par 1 plus R exposant I, où I va de 0 jusqu'à 14, dans ce cas-ci, jusqu'à n-1, au lieu d'aller jusqu'à n et partir de I égale 1. On avait I égale 1 jusqu'à 15 dans le cas de paiement à terme échu, ici, on va de I égale 0 jusqu'à 14. Et donc ceci, on peut le calculer facilement également, puisque ça, on va mettre A en évidence, et on va ensuite faire apparaître, bien sûr, la suite géométrique qu'il y a là derrière, c'est-à-dire 1 moins 1 sur 1 plus R exposant 15, divisé par 1 moins 1 sur 1 plus R. Voilà, 1 plus R, pardon, c'est bien ce que j'ai dit, oui, oui, très bien, oui, oui, c'est bien un R qui vaut, voilà, voilà, R c'est bien le taux d'intérêt, c'est bien ce que je voulais dire, voilà. Donc on a ceci, et donc il suffit ici d'aller calculer cette expression-là, hein, et d'aller isoler A, si c'est A que nous désirons, d'aller isoler le N, si c'était le 15 que nous désirions obtenir, si c'était le nombre d'années que nous désirions obtenir, ici on l'a fixé à 15 ans. Voilà, donc ceci, qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait A fois 1 plus R exposant 15 moins 1 divisé par 1 plus R exposant 14, hein, 1 plus R exposant 14 multiplié par 1 plus R moins 1, c'est-à-dire R. Et donc ceci, ça nous amènerait à cette expression. Et donc on aurait A qui vaudrait K que multiplie R fois 1 plus R exposant 14, qui serait divisé par 1 plus R exposant 15 moins 1. Et voilà, nous aurions ici une formule de A pour une formule d'emprunt pour A,
dont les annuités sont payables anticipativement et qui nous donne l'annuité constante, bien sûr, à rembourser durant 15 années. Et donc, on pourrait comparer cette formule-là avec la formule dans le cas à terme échu qui se trouve ici. On pourrait comparer les deux formules. On a ici RK divisé par 1 moins 1 plus R exposant moins N. On peut la rapprocher de cette formule-ci, puisque on aurait, si je divise, donc on a RK également qui est au numérateur, si on divise le numérateur et le dénominateur par 1 plus R exposant 14, au dénominateur on a 1 plus R moins 1, 1 plus R, moins 1 divisé par 1 plus R exposant 14. On regarde encore, RK au numérateur c'est le même, je divise par 1 plus R exposant 14 des deux côtés, il me reste ici 1 plus R, voilà, moins 1 divisé par 1 plus R exposant 14, donc moins 1 plus R exposant moins 14. Donc on a presque la même formule, on a presque la même formule à quelques petites différences près. On a RK au numérateur également, mais au dénominateur c'est un petit peu différent. Il y a 1 plus R exposant moins 14 et non pas moins 15, et puis il y a également 1 plus R là, qui apparaît ici. Si je divise le numérateur et dénominateur par 1 plus R exposant 14, eh bien voilà, on trouve en quoi en tout cas ces deux formules sont relativement similaires. Elles traduisent juste une réalité différente. La réalité d'une part d'avoir terme échu, remboursable, annuité remboursable à terme échu ou annuité payable anticipativement. Voilà donc comment l'idée, le concept de valeur actualisée, le concept de suite géométrique nous ont permis d'aller calculer, par exemple, les annuités, mais on aurait pu faire des mensualités sans problème, pour des emprunts, calculer la longueur des emprunts également. Voilà, et ceci termine la partie sur l'économie financière, les mathématiques financières de base.